Écoutez, d'abord, merci de nous avoir offert cette possibilité et on va parler de route dans la continuité de ce qu'a dit le collègue et je crois que ça va être très complémentaire. Donc, si vous voulez, nous, notre approche, alors avec Benjamin et puis les travaux que je vais vous présenter remontent un peu parce que je les avais fait aussi avec notre collègue Jacques Brochard vers 2010. Et donc, on s'intéresse depuis maintenant les années 2000 à l'analyse des routes avec différentes analyse, aussi bien pour les questions de texture, de rugosité, de détection de fissures, mais aussi d'analyse de surface, par exemple, où il y a de la peinture, notamment la peinture de signalisation, où il y a des billes blanches qui sont très réflectives, si je peux dire comme ça, et puis l'analyse de surface mouillée. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu cette notion d'analyse de surface mouillée, avec la dimension, alors notre approche avec Benjamin qu'on développe depuis un certain temps et avec Jacques, c'est toujours de dire, on va, dans l'analyse d'image, on va analyser à la fois l'aspect du process d'acquisition et l'aspect du traitement d'image. Donc on essaye de s'intéresser à toute la chaîne et pas uniquement qu'à la partie traitement d'image. Et donc, alors je ne sais pas si ma vidéo va marcher, comme d'habitude ça ne va pas marcher. Alors si vous voulez, je vais ça fait rien. Bon. L'idée, c'est de dire finalement, dans cette image, si on pouvait, par le biais de l'acquisition, séparer les informations de couleur, de relief et d'aspect, ça pourrait faciliter derrière la notion de traitement d'image. Et donc, on s'est posé la question pour l'eau, est-ce que finalement l'image peut être suffisante? Alors, on voit les effets, ça a été évoqué, de l'eau avec les questions de spécularité et puis d'autres paramètres aussi qui peuvent intervenir. Et donc, on est parti dans l'idée de dire, on va dimensionner un système d'acquisition particulier pour détecter la présence de l'eau, et puis on va traiter après les images qu'on obtiendra par des process d'analyse d'image. Alors, cette démarche, pour la faire, alors ce qu'il faut voir, c'est que les images de route, c'est un peu particulier, parce que c'est à la fois des surfaces qui sont rugueuses, des surfaces qui sont assez sombres, et donc en termes d'acquisition, et j'ai vu que le collègue qui a juste présenté avant était obligé d'utiliser des halogènes, mais bon, je pense qu'il y a d'autres solutions, sont assez sombres, et en plus, les surfaces de route peuvent être à la fois absorbantes pour l'eau, et donc même parfois un peu poreuses. Donc ça peut poser quelques problèmes. Et la question qui nous a été posée, puisque c'était des collaborations avec des constructeurs automobiles, ça a été de dire, c'est vrai que vous pouvez détecter l'eau, mais ce qui nous intéresse encore, alors je ne parlerai pas de la glace, je reste sur l'eau, c'est les niveaux d'humidité. Alors, je ne sais pas si je vais vous rassurer tous, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, quand il pleut et que vous conduisez, tout le monde a le réflexe de lever le pied. Donc finalement, les constructeurs nous disent, ce n'est pas le moment où ça nous intéresse. Par contre, quand la pluie s'arrête et que l'eau s'évacue un peu, tout le monde a le réflexe de réappuyer, alors que si on regarde les propriétés d'adhérence de la route, elles restent identiques entre le moment où il a plu et 80 minutes après, c'est les mêmes propriétés d'adhérence à partir du moment où il s'est arrêté de pleuvoir. C'est-à-dire que le réflexe qu'on a de tous de réappuyer sur l'accélérateur n'est vraiment pas le bon réflexe parce que la route reste encore très glissante, même si la pluie s'est arrêtée. Et donc, pour eux, l'idée, c'était de dire, à la fois, il faut détecter la présence de l'eau, d'accord, mais en plus, essayer de détecter les différents niveaux d'humidité sur la chaussée. Et puis, bien sûr, la contrainte qui nous avait été mise, c'était de dire, est-ce que le système que vous développez, vous pouvez le mettre sur un véhicule et jusqu'à quelle vitesse il peut être efficace. Donc, c'est comme ça qu'on s'est orienté pour aborder cette question-là. Et donc, on s'est intéressé à la fois au système d'acquisition et à la partie analyse d'image. Alors, ce qu'on est parti de faire, c'est de dire, on va essayer de dimensionner notre système d'acquisition avec la question, de manière à pouvoir utiliser les propriétés de polarisation de la lumière quand il y a la présence de l'eau. On a essayé aussi de dire, si on rentrait plusieurs longueurs d'onde dans notre système, peut-être que ça donnerait des informations supplémentaires. Et puis, regarder finalement le problème que posent souvent les questions de présence d'eau, c'est la spécularité et qui se traduit dans un capteur image par de la saturation. Et donc, la saturation, c'est toujours un problème en image, mais là, on s'est dit, peut-être que ça peut être un avantage à utiliser
Et donc, on va regarder aussi comment utiliser cette question de saturation. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est finalement de designer ce système d'éclairage un peu particulier, et puis regarder au niveau de la caméra, qu'est-ce qu'on peut modifier pour qu'il y ait une bonne correspondance et qu'on puisse détecter la présence d'humidité puis d'eau. Donc voilà, on est parti sur un système d'éclairage que vous avez là en tout petit. Et puis là, c'est la forme globale avec le système d'éclairage et puis l'appareil photo. Et puis vous voyez les Excuse-moi, Majdi, dimensions est-ce que tu pourrais mettre en grand écran, en diaporama, peut-être? en diaporama là. Est-ce que ça va mieux? Oui, c'est mieux, ouais. Merci. Ouais, donc, désolé. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a pris ces dimensions-là pour le système pour qu'on puisse après le monter sur un véhicule, et ce qu'on a fait par la suite. Et donc, l'idée du système d'éclairage, c'est ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on part de sources de type LED, on les met dans des filtres polariseurs avec des polarisations perpendiculaires puis parallèles. On passe dans des filtres de couleurs, de différentes couleurs, puis on réadditionne la lumière ainsi créée pour aller après éclairer la surface de route qui est là. Et puis après, c'est tout cet éclairage-là qui va repartir sur la caméra. Et donc, dans l'image que va recevoir la caméra, elle va avoir une composante rouge, une composante verte. Donc, dans la caméra, on utilise des caméras couleurs, donc on peut dissocier les différentes composantes. Et puis, on aura une indication sur la polarisation, qu'elle soit perpendiculaire ou parallèle. Donc, une fois qu'on a fait ce dispositif d'éclairage, hein, que vous voyez ici, hein, c'est breveté hein, maintenant. Donc, l'idée, c'était de dire, bah, on va essayer maintenant d'établir des critères sur la question de polarisation, puis sur la question de saturation liée à la présence de l'eau. Et donc, on est parti sur deux critères. Pour la polarisation, l'idée, c'est de mesurer le flux de moyen pour la polarisation parallèle sur le flux moyen en polarisation perpendiculaire, qu'on module après par des données lambda, gamma et alpha, qui sont liées aux différentes longueurs d'onde. Et puis pour la spécularité, on fait toute une expérimentation pour le seuillage, et puis après on fixe un niveau de seuillage, et à partir duquel on estime que le nombre de pixels qui seront au-dessus de ce seuil-là seront représentatifs de l'eau, et ça nous permet de définir un paramètre de densité de spécularité qui va être relié à la densité de la présence d'eau ou d'humidité. Alors pourquoi deux critères? Parce que vous allez voir dans les résultats, quand on est en présence d'eau assez significative, il y a un critère qui est plus pertinent, qui va être celui de la saturation. Et puis quand on est en présence d'eau assez basse, vous allez voir que c'est la question de polarisation qui va être plus utile. Alors maintenant, pour valider notre approche, hein, il fallait qu'on ait des échantillons et puis différents niveaux d'humidité. Alors, au début, quand on travaillait avec les constructeurs, c'était assez surprenant leur manière de faire, hein, mais c'était la réalité. C'était pour mouiller un échantillon de revêtement, ils le mettaient sous le robinet, donc l'eau coulait à flot, et puis après, ils l'inclinaient pour que l'eau s'évacue progressivement, et puis ils prenaient des mesures à des intervalles de temps précis, et donc ça permettait de faire une mesure d'évolution du mouillage, on va dire en quelque sorte, de cette surface. Alors nous, on a voulu aller plus loin en disant on va faire quelque chose qui est très sensible, ça veut dire qu'on va essayer de doser la quantité d'eau qu'on met sur l'échantillon. Et donc c'est le premier système que vous avez là, où finalement on a pris une bonbonne de type Evian, hein, que vous trouvez en grande surface, mais dont on a asservi avec un système électronique l'actionneur de cette bonbonne-là. Et donc, on pouvait doser la durée sur laquelle on appuyait. Et donc, une vaporisation, on pouvait doser combien ça représentait sur cette surface. Alors, avant, on a calibré en disant une vaporisation sur tant de secondes ou millisecondes. Ben, ça conduit à telle quantité d'eau en prenant une surface lisse et en recueillant après l'eau qui était déposée. Et donc ça nous a permis de pouvoir mettre des niveaux d'eau sur la surface avec une sensibilité assez fine, puisqu'une seule vaporisation, vous voyez ce que ça peut faire en termes d'eau, c'est très peu d'eau. Et donc l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on pouvait détecter ce genre de quantité d'eau et donc d'humidité,
puisque la première vaporisation, on ne pouvait pas parler d'eau, mais la surface commençait à peine d'être humide. Et donc, et le deuxième cas, on l'a fait aussi, hein, c'est ce que je vous disais, c'est ce que faisaient les constructeurs, c'est-à-dire on mouille à fond. Sauf que nous, on n'a pas voulu attendre tout le temps. Alors au début, on a attendu, mais ça faisait des manips assez longues. Et finalement, pour bien vérifier, on a pris un séchoir aussi, puis on commençait à sécher pour voir si on revenait à l'état initial. Donc sur ça, on est parti sur différents types de routes, hein, de granulats. Bon, c'est un peu ce qu'on appelle les routes avec un granulat fin, moyen et puis au granulat. Alors quand vous avez des routes comme ça, elles sont plus faites pour permettre d'évacuer au maximum l'eau, puisque vous voyez que l'évacuation d'eau, elle n'est pas faite par la rugosité de la surface, mais elle est faite par tous les sillons qu'on trouve entre les granulats. Et donc, moins on a de sillons et moins on a d'évacuation d'eau. Et donc, on a essayé sur ces trois surfaces qui étaient calibrées chez les constructeurs automobiles. Hein, donc, c'est eux qui nous les ont fournis. Et on a mis notre système et puis on a essayé de regarder. Et donc, vous voyez les deux critères qu'on a. Finalement, ce que vous avez dans... Alors, on les a... Bon, l'unité, c'est plus une unité qu'on a pratiquement normalisée, enfin pas pour le deuxième. Mais l'idée, c'est qu'ici, vous avez sur l'axe horizontal le niveau de mouillage. Alors, le niveau de mouillage, quand vous avez 10, par exemple, ça veut dire qu'on a fait 10 vaporisations avec notre bouteille d'Evian ou d'autres choses. Et donc, vous voyez qu'on a une évolution de ce critère qui permet à chaque vaporisation d'avoir une variation du critère en fonction du niveau de vaporisation. Et pareil ici, vous avez la même chose, où vous avez le deuxième critère qui, lui, devient pratiquement linéaire au-delà de 10 vaporisations. 10 vaporisations, c'est vraiment très peu, hein, très peu d'eau sur la surface. Et on arrive à détecter la présence d'humidité avec ce critère. Et en combinant les deux, on arrive à des choses qui sont assez intéressantes. Alors, si je continue sur l'autre type de revêtement, vous voyez qu'on a toujours les mêmes évolutions. Sur certains, ça devient même beaucoup plus linéaire. Et ici aussi, on devient à détecter dès le début cette variation d'humidité. Avec ici, bien sûr, l'état sec est représenté par ce point-là au départ. Et ici, vous le voyez, le critère de saturation, pareil, l'état sec, le critère de saturation, il n'y a pas de point saturé dans l'image puisque le revêtement est sec. Et puis, troisième type de surface, pareil, vous voyez les mêmes évolutions sur nos critères. Alors, ça devient plus ou moins linéaire, mais on observe toujours cette sensibilité par rapport au niveau de vaporisation qu'on a mis ici et pour les deux critères. Et donc, les deux critères, la combinaison des deux permet vraiment une détection du niveau d'humidité de la surface. Alors, on a essayé de faire après comme faisaient les constructeurs, donc c'est ce schéma-là. Vous voyez ici, le point de départ, c'est la chaussée qui est sèche et on mouille énormément, donc on arrive à ce point-là tout de suite. Et puis là, on laisse écouler l'eau et on fait nos mesures et vous voyez que nos critères commencent à repartir. Et puis à partir de là, c'est le moment où je vous disais, on disait, bon, c'est plus la peine d'attendre. On prenait notre séchoir, on séchait complètement la surface et vous voyez qu'on remontait au niveau de la surface sèche de départ. Et ici, pareil, c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici, la surface sèche, elle est là. Et puis, on mouille fortement, donc vous avez le critère qui va au maximum, pratiquement. Et puis après, on laisse descendre progressivement, évacuer l'eau, et notre critère reflète cette variation. Voilà un peu les résultats qu'on a obtenus pour cette démarche avec l'eau, la détection d'eau. Alors, pour tout vous dire, on a essayé aussi on l'a installé sur une vieille fourgonnette qu'on avait, et ça a marché jusqu'à à peu près 90 km/h. On pouvait détecter avec la même précision. Le seul truc qu'on avait, c'est qu'après, on avait aussi les problèmes de vibration qu'on n'a pas trop étudiés au-delà de 90 km/h. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Majdi. Alors, donc, le système, je ne sais pas s'il a été utilisé, mais il pouvait être utilisé en temps réel, quoi. On Oui, donnait... absolument.
Et du coup, c'était même c'est de l'ordre, c'est ponctuel ou c'est une carte? Bon, remarque, tu n'as pas besoin d'être. C'est pas une cartographie, c'est pour une Ben, ligne. par contre, l'analyse se fait sur l'ensemble de l'image. D'accord. Donc, c'est plus des moyennes. Alors, on peut faire la cartographie par zone, si tu veux, avec des carrés qu'on déplace. Mais après, on fait une moyenne pour que ce soit révélateur. Et donc, si tu roules à 90 km/h, tu arrives à faire des zones de tous les combien? Alors, on arrive. Alors, c'est ce que j'ai pas dit, c'est qu'après, ça dépend aussi de l'éclairage que vous mettez. Alors, je vous ai parlé de LED. Alors, c'est pareil, hein, c'est-à-dire plus vous allez vite, plus vous avez besoin de puissance d'éclairage. Et le collègue juste avant, Monsieur Zhang, a utilisé de l'halogène. Nous, on n'est pas parti sur l'halogène. Et si je peux me permettre, le seul éclairage qu'on a trouvé qui peut être hyper efficace, et je crois que c'est le top avec ses inconvénients, c'est les flashs. Et on a pris des flashs d'appareils photo, hein, que vous achetez des appareils photo jetables, hein. On les a pris, on a démonté les flashs et on les a mis dans le dispositif et ça marchait assez bien. Et après, on se disait, bon, alors la surface qu'on analysait, hein, ce qu'ils nous disaient les constructeurs, c'est vous analysez la surface qui correspond à la zone de contact entre un pneu et la chaussée. Il ne s'agissait pas d'aller plus loin. Et donc, ça faisait à peu près quoi? C'est 10 cm de largeur de surface, 10-15 cm. On pouvait analyser ça. Et puis après, pour la quantité de données, c'était la question comment échantillonner, à quel pas on échantillonnait la route pour prendre des mesures. Et nous, on était limité, alors je ne parle pas de la partie stockage de données, mais on était juste limité par le temps que le flash se recharge pour reprendre une photo. D'accord. Y a-t-il d'autres questions pour Majdi? Non? Eh bien, donc merci encore.